Je vais te faire remarcher, dit le mécanicien couvert de graisse. Victorine Dubois, la femme la plus riche de la ville, éclata de rire depuis son fauteuil roulant en titane, mais quand il révéla qui il était vraiment, son rire se figea pour toujours. Victorine Dubois ajusta le fermoir de diamant de sa blouse en soie italienne, tandis que son chauffeur poussait son fauteuil roulant en titane personnalisé à l'intérieur du garage Laurent. L'endroit sentait l'huile brûlée, la sueur et l'effort honnête. 3 choses qu'elle avait appris à mépriser au cours de ses 42 ans de vie privilégiée. Ses chaussures Louboutin à 000 € touchaient à peine les repose-pieds chromés de son fauteuil, comme si, même dans son état, elle refusait d'être complètement connectée à quelque chose d'aussi ordinaire que le sol. Madame Dubois, Antoine, votre chauffeur de confiance, parlait avec ce ton d'excuse permanent que tous ses employés avaient perfectionné. Je vous rappelle que la Mercedes est au garage officiel. Cet endroit n'est que temporaire pendant que nous attendons les pièces importées d'Allemagne. Ton explication ne m'intéresse pas, Antoine. Victorine répondit sans même le regarder, ses yeux parcourant l'atelier avec le même dégoût qu'elle utiliserait pour inspecter une décharge. Assure-toi juste que personne ne touche ma Bentley avec ses mains sales, et je veux sortir de cet endroit immonde en moins de 30 minutes. Le garage Laurent était un bâtiment de 2 étages aux murs de briques autrefois blancs, mais qui affichait maintenant les marques du temps et du travail acharné. 3 élévateurs hydrauliques maintenaient des véhicules à différentes étapes de réparation, et le bruit métallique des outils contre le métal créait une symphonie industrielle que Victorine trouvait absolument répugnante. Plusieurs mécaniciens travaillaient concentrés, leurs uniformes bleus tachés d'huile, leurs visages marqués par le soleil, et l'effort de gagner honnêtement leur vie. Mais ce qui dérangeait le plus Victorine n'était pas l'endroit lui-même, mais le simple fait d'y être. Au cours des 8 dernières années, depuis l'accident d'équitation qui avait brisé sa colonne vertébrale et l'avait confinée à ce fauteuil, Victorine avait développé un système parfait pour ne jamais avoir à interagir avec des gens ordinaires. Elle avait un chauffeur, 3 assistants personnels, une équipe médicale privée qui vivait dans son hôtel particulier et suffisamment d'argent pour s'assurer que le monde vienne à elle. Pas l'inverse. Bon après-midi. Une voix masculine interrompit ses pensées de dégoût. En quoi pouvons-nous vous aider ? Victorine leva les yeux et ce qu'elle vit confirma chacun de ses préjugés. L'homme qui s'approchait était un mécanicien d'environ 35 ans avec des cheveux noirs légèrement longs, une barbe de 3 jours qui avait désespérément besoin d'un rasage professionnel et un uniforme bleu si taché de graisse qu'il semblait n'avoir jamais vu de machine à laver. Ses mains étaient couvertes de crasse et il portait une clé à molette accrochée à sa ceinture comme une épée. Mais ce qui irrita le plus Victorine fut son sourire. Il était authentique, chaleureux, le genre de sourire qui suggérait que cet homme appréciait vraiment son travail et sa vie, bien qu'il soit manifestement pauvre et sans éducation. « Vous êtes le propriétaire ?» Victorine demanda avec ce ton qu'elle avait perfectionné pendant des décennies, ce ton qui indiquait clairement qu'elle considérait la personne en face d'elle comme quelque chose qu'elle avait trouvé collé sous la semelle de sa chaussure. « Je suis Didier Laurent. » L'homme tendit la main, puis, remarquant la graisse, la retira avec un rire gêné. « Pardon, ce n'est pas approprié. Oui, c'est mon garage. Mon père l'a fondé il y a 30 ans, et je l'ai hérité il y a 5 ans. Quel charme !» Victorine prononça le mot comme s'il était du poison. « Ma Bentley a un problème mineur dans le système électrique. J'ai besoin que vous y jetiez un coup d'œil rapidement, et nous partirons sans toucher à autre chose. » « Compris. » Didier hocha la tête, mais Victorine remarqua quelque chose d'étrange dans ses yeux. Il n'y avait pas la soumission craintive qu'elle attendait des gens de sa classe. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Cela la mit encore plus en colère. « Bien sûr, madame. » Didier s'approcha de la Bentley Continental GT noire qu'Antoine avait soigneusement garée à l'entrée. « Quels symptômes spécifiques avez-vous remarqué ?»« Je n'ai rien remarqué. » Victorine répondit avec irritation. Antoine a remarqué que les lumières du tableau de bord clignotaient. Je ne me rabaisse pas à remarquer les problèmes mécaniques. C'est pour ça que j'ai des employés. Tandis que Didier ouvrait le capot de la Bentley, Victorine observait chacun de ses mouvements avec une méfiance absolue. Ses mains, malgré la graisse, se déplaçaient avec une précision et une assurance qui suggéraient des années d'expérience. Il connecta un appareil de diagnostic électronique et commença à vérifier les codes d'erreur avec une concentration que Victorine trouva vaguement irritante. Comment cet homme osait-il être si concentré sur son travail alors qu'elle était présente ? Madame Dubois. Didier parla après plusieurs minutes, sa voix calme mais professionnelle. Le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Le module de commande du châssis a une panne intermittente qui provoque des courts-circuits dans plusieurs systèmes. Ce n'est pas immédiatement dangereux, mais il doit être remplacé. Et combien de temps cela prendra-t-il ? Victorine demanda avec une impatience croissante. Si je commande la pièce aujourd'hui, elle devrait arriver dans 1 semaine. Le travail d'installation prendra environ 4 heures. 1 semaine ?
Victorine cria presque. « Vous êtes complètement fou. J'ai besoin de ma voiture maintenant. Je comprends votre frustration, madame. » Didier garda son ton calme, ce qui irrita encore plus Victorine. « Mais ces pièces viennent directement d'Angleterre. Ce sont des composants spécialisés qui ne sont pas stockés localement. Je me fiche d'où elles viennent. » Victorine frappa la coudoir de son fauteuil avec fureur. « Appelez qui vous voulez, payez ce que vous voulez, mais obtenez cette pièce demain. » Didier la regarda pendant un long moment, et Victorine vit quelque chose changer dans son expression. La patience professionnelle faisait place à quelque chose de plus critique, de plus évaluatif. « Madame Dubois, dit-il finalement, je comprends que vous êtes habituée à ce que les choses se passent comme vous le voulez, mais la physique et la logistique ne répondent pas aux cris ou à l'argent. La pièce arrivera quand elle arrivera. » Le silence qui suivit fut si tendu que même Antoine, habitué aux explosions de Victorine, recula involontairement. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» Victorine siffla, son visage rougissant. « Avez-vous une idée de qui je suis ?»« Oui, » Didier répondit, avec un calme plus dévastateur que n'importe quel cri. « Vous êtes Victorine Dubois, héritière de la fortune pharmaceutique Dubois, directrice de 6 entreprises, et, d'après ce que j'ai lu dans les actualités, l'une des femmes les plus riches du pays. Vous êtes aussi quelqu'un qui, apparemment, n'a jamais appris que le respect ne s'achète pas avec de l'argent. » Victorine resta sans voix. Pendant 8 ans, personne, absolument personne, ne lui avait parlé ainsi. Sa richesse avait construit un mur protecteur où chaque mot était mesuré, chaque interaction était contrôlée. Chaque personne savait exactement jusqu'où elle pouvait aller. « Je vais vous détruire. » Victorine prononça chaque mot avec un venin pur. « Je vais m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Je vais acheter cet immeuble et le démolir. Je vais faire de votre vie un enfer. Vous pouvez essayer. » Didier haussa les épaules, retournant vérifier le moteur. « Mais cela ne fera pas arriver la pièce de votre voiture plus vite. » C'est alors que Victorine remarqua quelque chose. Sur le mur de l'atelier, derrière Didier, il y avait plusieurs diplômes encadrés. Ils étaient difficiles à voir clairement d'où elles se trouvaient, mais l'un d'eux semblait porter le sceau d'une université. Un mécanicien avec un diplôme universitaire. Impossible. Qu'est-ce que c'est que ces papiers sur le mur? Demanda sa curiosité l'emportant temporairement sur sa fureur. Didier suivit son regard et sourit légèrement. Des souvenirs d'une autre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons tous des histoires que nous préférons ne pas raconter. Madame Dubois, vous avez la vôtre, j'ai la mienne. La réponse énigmatique ne fit qu'intensifier l'irritation de Victorine. Elle détestait ne pas savoir. Elle détestait sentir que quelqu'un avait des informations qu'elle ne contrôlait pas. Ce fut dans ce moment de tension absolue que quelque chose se produisit qui allait tout changer. Victorine, dans sa fureur, tenta de faire avancer brusquement son fauteuil pour s'éloigner de Didier, mais l'une des roues heurta une petite élévation sur le sol inégal de l'atelier. Le fauteuil s'inclina dangereusement sur le côté. Victorine cria, ses mains cherchant désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Antoine était trop loin. Les autres mécaniciens n'avaient rien remarqué. Tout se déroula au ralenti, mais avant que le fauteuil ne tombe complètement, Didier bougea. Ce ne fut pas un mouvement désinvolte ou maladroit. Il fut précis, calculé, parfait. En un instant, il était à ses côtés, ses bras la soutenant avec une fermeté qui suggérait un entraînement professionnel. Il stabilisa le fauteuil avec une facilité qui semblait impossible. Et en le faisant, Victorine ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 8 ans, ses muscles. Didier l'avait soutenue d'une manière qui avait pressé certains points de son dos et, pendant une fraction de seconde, elle avait ressenti quelque chose. Pas de douleur, pas le néant habituel, mais une sensation réelle, tangible. « Ça va ?» Didier demanda, s'assurant que le fauteuil était complètement stable avant de la relâcher. Victorine ne répondit pas immédiatement. Elle était en train de traiter ce qui venait de se passer. Les médecins avaient été clairs. Sa lésion de la moelle épinière était complète. Aucune sensation sous la taille. C'était permanent, irréversible, définitif, mais elle venait de ressentir quelque chose. « Qu'avez-vous fait ?» murmura-t-elle. Sa voix tremblait. « J'ai évité que vous ne tombiez. » Didier répondit, manifestement confus par la question. « Non. » Victorine lui attrapa le bras avec une force surprenante. « Comment m'avez-vous tenu? Où avez-vous mis vos mains exactement ?» Didier cligna des yeux, encore plus confus. « J'ai soutenu votre milieu du dos et j'ai stabilisé votre poids en le répartissant sur des points de pression spécifiques. C'est une technique de prévention des blessures de base. J'ai appris à... » Il s'arrêta brusquement comme s'il avait été sur le point de révéler quelque chose qu'il préférait garder secret. « Vous avez appris où ?» Victorine insista. Toute son attention maintenant portée sur cet étrange mécanicien qui venait de lui faire ressentir quelque chose que les meilleurs neurochirurgiens du monde lui avaient dit être impossible. Didier s'éloigna, son expression se refermant. Lors de formations à la sécurité au travail, tous les mécaniciens apprennent des techniques de premier secours de base.
C'était un mensonge évident. Victorine avait connu des menteurs toute sa vie. Elle avait fait fortune en identifiant quand les gens cachaient des informations. Cet homme mentait, et cela ne fit qu'intensifier sa curiosité. « J'ai ressenti quelque chose, Didier », dit sa voix à peine un murmure maintenant. « Quand vous m'avez tenu, j'ai senti quelque chose dans mon dos. Les médecins disent que c'est impossible. » Didier la regarda pendant un long moment, et Victorine vit quelque chose changer dans ses yeux. C'était comme s'il prenait une décision, évaluait des options, calculait des risques. « Les médecins ont généralement raison », dit-il finalement, mais son ton suggérait qu'il y avait beaucoup plus qu'il ne disait pas. « Ne me mentez pas, Didier », Victorine ordonna. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un ordre basé sur l'arrogance, mais sur un désespoir authentique. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» Didier soupira profondément comme un homme qui savait qu'il était sur le point de traverser un pont qu'il ne pourrait plus traverser. « Madame Dubois », commença-t-il lentement, « puis-je vous poser quelques questions sur votre blessure? Pourquoi un mécanicien voudrait-il connaître ma blessure ?» Victorine répondit. Mais il y avait moins de venin dans sa voix. Maintenant, il y avait autre chose. Une petite et fragile espérance. Parce qu'avant d'être mécanicien, Didier fit une pause significative. « J'ai été d'autres choses, et ces autres choses m'ont appris à reconnaître certains schémas. Votre blessure a été classée comme complète. » Victorine hocha lentement la tête. « TIS complète. Paraplégie totale. Pas de sensation, pas de mouvement, pas d'espoir. » Et les médecins ont-ils effectué des tests de fonction neurologique résiduelle? La question était si spécifique, si technique, que Victorine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, ironiquement, à l'endroit où elle était censée ne rien sentir. « Comment connaissez-vous ces termes ?» demanda-t-elle. « Répondez à la question, s'il vous plaît. » « Oui. Plusieurs tests, IRM, électromyographie, potentiels évoqués. Tout a confirmé une lésion complète. » Didier hocha la tête pensivement, comme s'il traitait des informations complexes. Puis il fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'agenouilla devant son fauteuil, ignorant complètement le fait que son uniforme déjà sale se salissait encore plus sur le sol graisseux. « Madame Dubois », dit-il avec une gravité qui contrastait dramatiquement avec son apparence de mécanicien ordinaire. « Je vais vous dire quelque chose que vous penserez probablement fou. Vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez menacer de me détruire à nouveau, mais je dois le dire quand même. » Victorine attendit, son cœur battant avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Je peux vous faire remarcher. » Le silence qui suivit fut si absolu que Victorine pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes de l'atelier. Puis, comme une vague qui finit par déferler sur le rivage, elle commença à rire. Ce n'était pas un rire délicat ou retenu, c'était un rire hystérique. Le genre de rire qui éclate quand quelque chose est si absurde, si ridiculement impossible, que l'esprit n'a pas d'autre réponse disponible. Vous, Victorine pouvait à peine parler entre ses rires. Vous, un mécanicien couvert de graisse qui peut à peine parler correctement, allez faire ce que les meilleurs neurochirurgiens de l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, de l'hôpital Henri Mondor et de la clinique de l'Artois ont dit être impossible. Didier ne bougea pas, ne répondit pas. Il la regarda simplement avec cette expression sereine qui commençait à irriter profondément Victorine. « C'est incroyable !» Victorine continua de rire, les larmes coulant sur ses joues. « Maintenant, Antoine, vous avez entendu ça? Cet homme croit qu'il peut me faire marcher. Avec quoi? Avec de l'huile de moteur et une clé à molette ?» Antoine avait l'air profondément mal à l'aise, ne sachant pas s'il devait rire avec sa patronne ou défendre le mécanicien qui avait été professionnel avec eux. Mais les autres mécaniciens avaient entendu, et au lieu de rire ou de faire des commentaires moqueurs, tous s'étaient arrêtés dans leur travail. Ils regardaient Didier avec des expressions que Victorine ne pouvait interpréter. Ce n'était ni moquerie ni incrédulité. C'était quelque chose de plus proche du respect, d'une connaissance partagée de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « J'en ai fini. » Victorine maîtrisa finalement son rire en essuyant ses larmes. Cela a été suffisamment divertissant pour une journée. « Antoine, allons-y, nous trouverons un autre garage. » « Je peux le prouver, » Didier dit calmement. Victorine s'arrêta alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Pardon, je peux vous prouver qu'il y a une activité neurologique résiduelle dans votre moelle épinière, ici et maintenant, sans équipement médical sophistiqué. » L'audace absolue de l'affirmation la laissa momentanément sans voix. Puis, quelque chose changea dans son expression. C'était de la curiosité mélangée à ce genre de cruauté qui surgit quand quelqu'un veut voir un autre échouer spectaculairement. « Très bien, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je vais vous donner exactement 5 minutes pour prouver votre affirmation ridicule. Et quand vous échouerez, et vous échouerez parce que c'est une folie absolue, je prendrai plaisir à regarder comment je détruirai votre vie morceau par morceau. Compris. » Didier hocha la tête. « Puis-je toucher votre dos? J'ai besoin de faire quelques évaluations manuelles. » Victorine hésita. Pendant 8 ans, seule son équipe médicale privée avait touché son dos. Mais la combinaison de curiosité morbide
et du désir de voir cet homme échouer l'emporta sur sa résistance. « Allez-y, faites de votre mieux pour me faire marcher. Mécanicien miraculeux. » Didier se plaça derrière son fauteuil. « Cela peut sembler étrange, prévint-il. Je vais appliquer une pression sur des points spécifiques de votre colonne vertébrale. Si vous ressentez quelque chose, n'importe quoi, même si cela semble insignifiant, dites-le moi. Je ne sentirai rien. » Victorine répondit avec une certitude absolue. « Parce qu'il n'y a rien à sentir. » Didier commença. Ses mains, malgré la graisse superficielle, se déplaçaient avec une précision qui était clairement médicale. Il pressa des points spécifiques le long de sa colonne vertébrale, commençant par le haut et se déplaçant systématiquement vers le bas. Et puis, quand il atteignit un point spécifique, juste en dessous de l'endroit où sa blessure s'était produite, cela arriva. Victorine ressentit quelque chose. Ce n'était pas de la douleur, ce n'était pas exactement une sensation tactile non plus, c'était plus comme un écho, comme si quelqu'un frappait à une porte dans une pièce qu'elle avait supposée complètement vide et scellée. « Avez-vous senti ça ?» Didier demanda, sa voix maintenant complètement professionnelle. « Clinique. Je ne sais pas ce que j'ai senti. » Victorine avoua, sa voix tremblante. « Nous allons essayer autre chose. » Didier continua. « Je vais appliquer une technique appelée facilitation proprioceptive neuromusculaire. C'est une méthode de rééducation qui utilise des récepteurs sensoriels pour activer des voies neurologiques endormies. » Les termes médicaux sortaient de sa bouche avec la fluidité de quelqu'un qui les avait utilisés pendant des années. Victorine avait l'impression que le monde tournait autour d'elle. Pendant les minutes suivantes, Didier effectua une série de manœuvres et de tests qui nécessitaient clairement une formation médicale avancée. À plusieurs reprises, Victorine ressentit ces mêmes échos étranges, ces sensations qui ne devaient pas exister selon tout ce que les meilleurs médecins du monde lui avaient dit. Quand il eut terminé, Didier se plaça de nouveau devant elle, son expression maintenant complètement sérieuse. « Madame Dubois, dit-il, votre lésion n'est pas aussi complète qu'on vous l'a dit. Il y a une activité neurologique résiduelle, pas beaucoup, mais elle est là. Avec le bon traitement, avec la rééducation appropriée, il y a une petite mais réelle possibilité de récupération partielle. » Victorine le regarda comme s'il était un fantôme, un impossible fait cher. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Didier se leva en s'essuyant les mains sur un chiffon qui ne fit que les salir davantage. Quelqu'un qui a aussi des histoires qu'il préfère ne pas raconter. Mais je vais vous dire ceci. Si vous voulez vraiment explorer la possibilité de récupération, j'aurai besoin de voir vos dossiers médicaux complets et vous devrez être prête à travailler plus dur que vous ne l'avez fait de toute votre vie. Vous êtes médecin ? Victorine affirma plus qu'elle ne demanda. Didier ne répondit pas directement. Les 5 minutes sont terminées. Vous voulez toujours détruire ma vie ? Victorine ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois en 8 ans, elle n'avait pas de réponse prête, pas de plan d'action, pas de contrôle absolu de la situation, parce que ce mécanicien couvert de graisse, cet homme qu'elle avait méprisé et menacé, venait de faire quelque chose que les meilleurs médecins du monde lui avaient dit être complètement impossible. Il lui avait donné de l'espoir. Et maintenant, alors qu'elle le regardait avec un mélange d'étonnement, de peur et de ce qui aurait pu être un respect involontaire, Victorine Dubois dut faire face à une vérité dévastatrice. Elle avait complètement mal jugé cet homme. La question était maintenant, qu'avait-elle d'autre mal jugé de toute sa vie ? Pourquoi ? Victorine retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sonne étrange, même à ses propres oreilles. « Pourquoi m'aideriez-vous après la façon dont je vous ai traité ?» Didier sourit tristement. « Parce que contrairement à vous, Madame Dubois, je ne juge pas la valeur des gens par leur compte en banque ou leur comportement un mauvais jour. Je juge par leur potentiel de changer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air de l'atelier comme une accusation douce mais dévastatrice. Victorine sut à ce moment que sa vie venait de changer pour toujours. Seulement elle ne savait pas encore à quel point. Les 3 jours suivants furent les plus étranges de la vie de Victorine Dubois. Après la rencontre au garage, elle était rentrée à son hôtel particulier en silence complet, ignorant les questions inquiètes d'Antoine. Elle s'était enfermée dans son bureau privé, un espace au haut plafond et aux fenêtres, qui offrait des vues panoramiques sur la ville qu'elle possédait pratiquement, mais qu'elle n'avait jamais sentie aussi lointaine qu'à ce moment. Sur son bureau en acajou massif reposait son ordinateur portable, et sur l'écran, elle avait ouvert simultanément 3 dossiers médicaux numériques. C'étaient ces dossiers complets des 8 dernières années, des dizaines d'IRM, des rapports de neurochirurgiens de renommée mondiale, des évaluations de spécialistes des lésions de la moelle épinière, tous arrivant à la même conclusion dévastatrice, lésions complètes, irréversibles, permanente. Mais elle avait ressenti quelque chose, ces échos étranges que Didier avait provoqués avec ses mains précises. Et plus que cela, elle avait vu quelque chose dans ses yeux que les médecins les plus chers du monde n'avaient jamais montré. Une certitude authentique mélangée à une compréhension profonde de quelque chose qui allait au-delà des chiffres d'un rapport. Son téléphone privé, celui que seulement 5 personnes dans le monde connaissaient, vibra. C'était son assistante personnelle, Sophie.
Madame Dubois. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Didier Laurent. Victorine se redressa dans son fauteuil. Parlez. Il n'y a pas grand-chose dans les registres publics. Le garage est à son nom depuis 5 ans, hérité de son père, mais j'ai trouvé quelque chose dans d'anciennes archives journalistiques. Il y a 10 ans, il y avait un docteur, Didier Laurent, à l'hôpital universitaire de Paris. Il était interne en neurochirurgie, l'un des plus brillants selon les notes que j'ai trouvées. Le cœur de Victorine commença à battre plus vite. Et puis il a disparu. Il a quitté le programme d'internat au milieu de la dernière année. Il n'y a pas d'explication officielle. C'est comme s'il avait simplement décidé d'arrêter d'être médecin et de devenir mécanicien. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Victorine murmura plus pour elle-même que pour Sophie. Je continue de chercher. Mais, madame, y a-t-il autre chose? J'ai trouvé un article d'il y a 9 ans. Le père de Didier Laurent, Jacques Laurent, propriétaire du garage, a eu un grave accident. Il est resté dans le coma pendant des semaines. L'article mentionne que son fils a tout abandonné pour s'occuper de lui. Les pièces commençaient à s'assembler. Un brillant neurochirurgien qui abandonne sa carrière pour s'occuper de son père malade. Un homme qui avait clairement les connaissances et les compétences, mais avait choisi une vie complètement différente. Sophie, prépare la voiture. Nous retournons au garage. Êtes-vous sûre, madame? Je pensais que vous aviez dit que vous ne retourneriez jamais à cet endroit. J'ai changé d'avis. Et Sophie, approfondissez les recherches. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé il y a 9 ans. 2 heures plus tard, Victorine était de nouveau au garage Laurent. Mais cette fois, son attitude était différente. Elle n'arriva pas avec des exigences ou des menaces, elle arriva avec des questions. Didier était sous une vieille Toyota, seules ses jambes visibles alors qu'il travaillait. Quand il entendit les roues du fauteuil de Victorine s'approcher, il se glissa dehors avec une expression de surprise authentique. « Madame Dubois, je ne m'attendais pas à vous revoir. Je ne m'attendais pas non plus à être ici. » Victorine admit. Pour la première fois, elle regarda réellement le garage, non pas avec dégoût, mais avec curiosité. Les autres mécaniciens travaillaient avec une efficacité coordonnée qui témoignait d'un respect mutuel et d'un leadership efficace. L'endroit était propre, malgré la nature du travail, et dans le petit bureau attenant, il y avait des étagères remplies de manuels techniques, mais aussi des livres médicaux. « J'ai besoin de vous parler, Didier, en privé. » Didier s'essuya les mains sur un chiffon et la guida vers son bureau. C'était un petit espace avec un bureau métallique, un vieil ordinateur mais fonctionnel, et ses murs remplis de diplômes qu'elle avait remarqués auparavant. Maintenant, avec la permission implicite d'être là, Victorine les lut attentivement. Diplôme de docteur en médecine et chirurgie de l'Université nationale. Certificat de spécialisation en neurochirurgie. Reconnaissances académiques, mentions honorifiques, le tout au nom du docteur Didier Alexandre Laurent Ruiz. Vous étiez neurochirurgien, Victorine affirma en regardant les diplômes. J'ai été beaucoup de choses, Didier répondit en s'asseyant sur sa chaise usée. Maintenant, je suis mécanicien. Pourquoi? Pourquoi avez-vous quitté la médecine? Ou pourquoi avez-vous accepté d'être mécanicien? Les deux. Didier se pencha en arrière, ses yeux lointains avec des souvenirs qui faisaient clairement mal. Mon père a eu un accident il y a 9 ans, un traumatisme crânio-encéphalique grave. Les médecins ont dit qu'il n'y avait pas d'espoir, que nous devions le laisser partir. Mais je savais qu'il se trompait. Il pouvait y avoir des signes qu'il négligeait, des schémas neurologiques qui indiquaient une activité cérébrale résiduelle. Et qu'avez-vous fait? J'ai quitté mon internat. J'ai pris le contrôle de son traitement. Pendant une année complète, j'ai été avec lui chaque jour, appliquant des techniques de rééducation neurologique que j'avais étudiées, mais que la plupart des médecins considèrent comme trop expérimentales ou laborieuses. Et ça a marché? Votre père s'est réveillé? Victorine sentit quelque chose d'étrange se mouvoir dans sa poitrine. C'était de l'empathie, une émotion qu'elle avait réussi à supprimer pendant des années. Mais il y a plus à cette histoire. Didier continua, sa voix devenant plus tendue. Pendant que je prenais soin de mon père, l'hôpital où je travaillais m'a fait pression pour que je revienne. Ils ont dit que je gaspillais mon talent, que mon père était un cas désespéré. Quand j'ai refusé, quand j'ai insisté sur le fait qu'il y avait de l'espoir là où ils n'en voyaient aucun, ils ont lancé une enquête sur ma compétence professionnelle. Ils vous ont retiré votre licence? Ils ne sont pas allés aussi loin, mais il est devenu clair que si je revenais, je serais toujours le médecin qui a abandonné ses patients, qui a privilégié l'émotion à la science. Ma réputation était ruinée avant même d'avoir vraiment commencé, alors j'ai décidé de ne pas revenir. Et le garage? Mon père s'est rétabli, mais il ne pouvait plus gérer le travail physique. Quelqu'un devait faire tourner l'entreprise. Je connaissais les voitures. J'avais passé mon adolescence à l'aider ici, alors je suis devenu mécanicien. Didier sourit tristement. Il s'avère que réparer des voitures est remarquablement similaire à la chirurgie. Des systèmes complexes qui nécessitent un diagnostic précis, des mains fermes et de la patience. Mais vous êtes toujours médecin, Victorine dit.
Vous ne pouvez pas simplement désactiver cette connaissance? Non, vous ne pouvez pas. Didier fut d'accord. C'est pourquoi, quand je vous ai vu ce jour-là, quand j'ai remarqué certains signes dans votre posture et vos mouvements réflexes, j'ai reconnu un schéma. Et quand je vous ai tenu pendant cette quasi-chute, j'ai senti une résistance musculaire là où il n'aurait dû y en avoir aucune. Petite. Mais là, Victorine prit une profonde inspiration. Les médecins m'ont dit pendant 8 ans qu'il n'y avait pas d'espoir, que je devais accepter ma condition et adapter ma vie. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous plutôt que, vous ne devriez pas, Didier répondit honnêtement, du moins pas sans preuve. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment explorer cela, nous devrons faire une évaluation complète. Je ne peux pas utiliser d'équipement médical officiel. J'ai perdu ces privilèges, mais je connais des techniques d'évaluation neurologique manuelle qui sont aussi précises que de nombreux tests modernes. Et si vous découvrez qu'il y a une possibilité de récupération, alors quoi? Alors je concevrai un programme de rééducation. Ce sera intense, douloureux, et il n'y a aucune garantie. Vous pourriez travailler pendant des mois et ne récupérer qu'un peu de sensations, ou vous pourriez récupérer beaucoup plus. Nous ne le saurons pas avant d'essayer. Victorine l'étudia pendant un long moment. Cet homme avait sacrifié une carrière prometteuse pour son père. Il avait enduré le rejet de ses collègues pour croire en quelque chose que d'autres considéraient impossible. Et il s'était caché dans ce garage, utilisant ses mains magiques pour réparer des moteurs au lieu de sauver des vies. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Victorine dit lentement. Pendant 8 ans, j'ai construit une vie autour de ma condition. J'ai accepté certaines limitations. J'ai trouvé du pouvoir ailleurs. Si vous me donnez de l'espoir et que cet espoir s'avère faux, non seulement je serai physiquement là où j'ai commencé, je serai émotionnellement détruite. Je sais. Didier hocha la tête. L'espoir est l'émotion la plus dangereuse pour quelqu'un ayant une lésion de la moelle épinière. C'est pourquoi je ne promets pas de miracle. Je promets seulement l'honnêteté et mes meilleurs efforts. Et si ça marche? Victorine continua. Si je peux vraiment récupérer quelque chose, ce sera parce qu'un mécanicien a fait ce que les meilleurs neurochirurgiens du monde ont dit être impossible. Comprenez-vous à quel point ce serait humiliant pour moi? Plus humiliant que de passer le reste de votre vie à vous demander s'il y avait une opportunité que vous n'avez pas saisie, Didier demanda gentiment. La question frappa Victorine comme un coup de poing. Il avait raison. Oui, il avait complètement raison. Très bien, dit-elle finalement. Faites-le. Évaluez-moi. Et si vous trouvez quelque chose de réel, quelque chose qui justifie cette folie, je considérerai votre programme de rééducation. Didier hocha la tête et se leva. J'aurai besoin d'environ 2 heures. Pouvez-vous rester? Victorine regarda sa montre Cartier en édition limitée. Elle avait 3 réunions prévues cet après-midi, toutes importantes pour des affaires qui géraient des millions d'euros. Mais soudain, ces réunions lui semblèrent complètement insignifiantes comparées à la possibilité, aussi lointaine soit-elle, de récupérer quelque chose qu'elle avait cru perdu pour toujours. « Annulez tout », dit-elle à Antoine par téléphone. « Je serai ici aussi longtemps que nécessaire. » Tandis que Didier préparait l'espace, déplaçant le fauteuil de Victorine vers une zone plus privée de l'atelier et couvrant les fenêtres pour l'intimité, elle observait ses mouvements. Ils étaient précis, professionnels, les mouvements de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois auparavant. Ce n'était pas un mécanicien jouant au médecin. C'était un médecin déguisé en mécanicien. « Je vais avoir besoin que vous me fassiez entièrement confiance, » dit Didier quand il fut prêt. « Certaines de ces évaluations peuvent être inconfortables. Si à tout moment vous voulez arrêter, dites-le-moi simplement. Je n'arrêterai pas. » Victorine répondit avec détermination. « Faites ce que vous avez à faire. » Et ainsi commença l'une des sessions les plus extraordinaires que Victorine n'ait jamais vécues. Pendant les 2 heures suivantes, Didier réalisa une évaluation neurologique qui rivalisait avec tout ce qu'elle avait expérimenté dans les hôpitaux d'élite. Il utilisa ses mains comme des instruments de diagnostic, appliquant une pression sur des points spécifiques, provoquant des réflexes, évaluant des réponses musculaires microscopiques et lentement, méthodiquement, il trouva ce qu'il cherchait. Ici, Didier pressa un point spécifique de sa colonne vertébrale lombaire. « Sentez-vous ça? » « Oui. » Victorine murmura les larmes aux yeux. « C'est petit, comme un picotement lointain, mais oui. Et ça ?» Il déplaça légèrement ses mains plus bas. « Aussi, mon Dieu, je le sens aussi. » Didier continua de documenter chaque réponse, chaque sensation, chaque petit signe d'activité neurologique qui ne devait pas être là selon ses dossiers médicaux officiels. Quand il eut enfin terminé, il s'assit devant elle avec une expression sérieuse mais pleine d'espoir. « Madame Dubois, commença-t-il, votre lésion n'est pas complète. Il y a des voies neurologiques résiduelles. Elles sont faibles, très faibles, mais elles sont là. Avec une rééducation intensive, spécifiquement conçue pour activer ces voies, il y a une possibilité réelle de récupération. » « Quelle récupération ?» Victorine demanda, la voix tremblante. « Je ne peux pas vous promettre que vous remarcherez. » Didier fut brutalement honnête.
ce serait irresponsable. Mais je crois que nous pouvons retrouver une sensation significative, être un certain contrôle musculaire et, avec un peu de chance, suffisamment de fonctions pour améliorer considérablement votre qualité de vie. Les larmes que Victorine avait retenues finirent par couler. Pendant 8 ans, elle avait accepté une sentence à vie sans possibilité de changement, et maintenant un mécanicien couvert de graisse lui disait qu'il y avait de l'espoir. « Pourquoi » demanda-t-elle entre 2 sanglots. « Pourquoi les autres médecins n'ont-ils pas détecté cela ?»« Parce qu'ils ne cherchaient pas. » Didier répondit simplement. « Votre lésion initiale était grave. Les médecins ont vu les dommages évidents et ont supposé qu'elle était complète. Mais les lésions de la moelle épinière sont complexes. Parfois, il y a des voies neurologiques qui survivent, mais entrent dans un état de latence. Elles ne sont pas mortes, juste endormies, et avec le bon stimulus, elles peuvent se réveiller. Quand commençons-nous » Victorine demanda en s'essuyant les larmes. « Cela dépend de vous, » dit Didier. « Le programme que je concevrai sera brutal. Des séances quotidiennes de 3 à 4 heures, des exercices douloureux, des progrès lents et frustrants. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, où vous vous demanderez si l'effort en vaut la peine. Je n'abandonnerai pas. » Victorine affirma avec une férocité qui la surprit elle-même. « J'ai survécu 8 ans dans ce fauteuil. Je peux survivre à tout ce qui est nécessaire pour en sortir. » Didier sourit, et pour la première fois, Victorine vit une approbation authentique dans ses yeux. « Bien, car nous allons avoir besoin de cette détermination. Nous commençons demain. Si vous êtes prête, je serai prête. » Victorine promit. Tandis qu'Antoine la ramenait à son hôtel particulier ce soir-là, Victorine regardait par la fenêtre une ville qu'elle connaissait si bien, mais qui lui semblait soudain complètement différente. Le monde n'avait pas changé. Elle avait changé. Pendant 8 ans, elle avait utilisé son handicap comme une armure et comme une arme, comme une excuse pour s'isoler, pour justifier sa cruauté, pour tenir tout le monde à distance. Mais ce mécanicien aux mains magiques et au passé secret venait de lui offrir quelque chose de plus dangereux que n'importe quelle menace. La possibilité, et Victorine Dubois, la femme qui contrôlait des empires, mais ne pouvait contrôler son propre corps, était sur le point de découvrir que le véritable défi n'était pas physique, il était émotionnel. Parce que retrouver la capacité de marcher signifierait affronter toutes les raisons pour lesquelles elle avait cessé d'essayer. En premier lieu, l'aube du lendemain trouva Victorine éveillée. Elle n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit entière à regarder le plafond de sa chambre, traitant ce qui était sur le point de commencer. À 6 heures du matin, quand son infirmière privée entra pour la routine matinale habituelle, Victorine était déjà vêtue de vêtements de sport qu'elle avait commandés spécialement pour l'occasion. Madame Dubois, l'infirmière, une femme d'âge moyen nommée Sylvie, qui travaillait pour elle depuis 3 ans, semblait réellement surprise. « Vous sortez si tôt ? Je vais au garage. » Victorine répondit en s'appliquant de la crème sur les mains avec des mouvements précis. « Et Sylvie, j'ai besoin que vous prépariez ma salle d'exercice. Elle va avoir une utilisation différente maintenant. » La salle d'exercice dans l'hôtel particulier de Victorine était un espace de 200 carrés mètres qui avait été conçu par les meilleurs physiothérapeutes du pays et ensuite abandonné après 6 mois de tentatives frustrantes. Elle avait des équipements de rééducation de pointe, tous couverts maintenant de draps comme des fantômes d'espoir passé. « Êtes-vous sûr ?» Sylvie demanda gentiment. Elle avait été présente pendant ces 6 mois dévastateurs où Victorine avait essayé chaque traitement conventionnel et tous avaient échoué. Elle avait vu la douleur, la frustration et finalement la résignation. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien », Victorine répondit avec une détermination qui fit reculer Sylvie involontairement. Le garage de Didier ouvrait officiellement à 8, mais Victorine arriva à 7. Didier était déjà là, ce qui ne la surprit pas. Il y avait quelque chose chez cet homme qui suggérait que le travail acharné n'était pas une obligation, mais une nature. « Vous arrivez tôt », commenta Didier en sortant de son bureau avec 2 tasses de café. Il en offrit une à Victorine, qu'il accepta avec une surprise qu'elle ne put dissimuler. Dans son monde, les gens la servaient, ne lui offraient pas. « Je voulais commencer. » Victorine admit. « Je ne veux pas perdre un jour de plus. » Didier hocha la tête avec approbation. « Bien, car ce que je vais vous demander de faire va défier tout ce que vous croyez savoir sur les limites. » Il guida son fauteuil vers une section du garage qui avait été complètement transformée du jour au lendemain. Là où il y avait auparavant des outils et des pièces automobiles, il y avait maintenant un tapis d'exercice professionnel, des bandes de résistance et divers appareils que Victorine reconnut de sa propre salle d'exercice abandonnée. « Vous avez fait tout ça la nuit dernière ?» demanda-t-elle, sincèrement impressionnée. « Avec l'aide de mes mécaniciens ?» répondit Didier. « Ils savent ce que je fais. En fait, 2 d'entre eux ont travaillé avec moi sur des cas similaires au cours des dernières années. Des cas similaires, vous êtes le numéro 17, Didier admit. Des patients que d'autres médecins ont jugés incurables et qui ont trouvé leur chemin vers ce garage d'une manière ou d'une autre. Tous n'ont pas réussi,
mais environ 60% ont connu un certain degré de récupération. La révélation laissa Victorine momentanément sans voix. Cet homme avait accompli des miracles médicaux en secret depuis un garage, aidant des personnes que le système médical officiel avait abandonnées. « Pourquoi ne faites-vous pas cela officiellement ?» demanda-t-elle. « Pourquoi vous cachez ici ?»« Parce que le système médical exige des choses que je ne peux ou ne veux pas fournir. » Didier répondit en préparant l'espace. « Il exige des diplômes qui m'ont été refusés injustement. Il exige de facturer des prix que la plupart de mes patients ne pourraient jamais payer. Et il exige de suivre des protocoles que je sais par expérience ne sont pas toujours les meilleurs. Alors, vous travaillez gratuitement ? Je travaille pour ce que les gens peuvent payer, corrigea Didier. Certains ne paient rien, d'autres comme vous ont des ressources. Si vous décidez de me payer, cet argent va à un fonds qui aide d'autres patients. Victorine traita cette information. Dans son monde, tout avait un prix, et ce prix était généralement exorbitant. L'idée de quelqu'un fournissant des services médicaux spécialisés pour ce que les gens pouvaient payer était révolutionnaire et humiliante, car cela signifiait que ce mécanicien avait quelque chose que tout son argent n'avait pas pu acheter. Des principes authentiques. Commençons, Didier annonça. Première évaluation. Je vais vous transférer du fauteuil au tapis. J'ai besoin que vous me fassiez entièrement confiance. Victorine sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. Pendant 8 ans, les transferts avaient été effectués par du personnel médical professionnel, avec des équipements spécialisés. L'idée d'être porté par un mécanicien dans un garage semblait presque absurde. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Didier qui transmettait une compétence absolue. Très bien, Victorine hocha la tête. Didier s'approcha et ses mains trouvèrent des positions spécifiques sur son corps. En 3, compta-t-il. 1, 2, 3. Le mouvement fut fluide, parfait, professionnel. En quelques secondes, Victorine était allongée sur le tapis et elle n'avait ressenti aucun moment d'insécurité ou de peur. Didier l'avait déplacée avec la précision de quelqu'un qui avait fait cela des milliers de fois. Maintenant, nous allons commencer par des évaluations de base, expliqua Didier en s'agenouillant à côté d'elle. Je vais toucher différentes parties de vos jambes et de vos pieds. Je veux que vous me disiez si vous sentez quelque chose, aussi petit soit-il. Ne devinez pas, n'assumez pas, rapportez seulement ce que vous ressentez réellement. Pendant l'heure suivante, Didier effectua l'évaluation la plus exhaustive que Victorine n'ait jamais expérimentée. Et à son étonnement croissant, elle ressentit des choses. Pas beaucoup, pas toujours, mais elles étaient là. De petites sensations de pression, des touchés lointains qui ne devaient pas exister, des échos de ce qui avait autrefois été une sensation complète. C'est incroyable. Victorine murmura après une réponse particulièrement claire. Comment est-ce possible? Votre moelle épinière est comme une autoroute, expliqua Didier en travaillant. L'accident a provoqué un blocage majeur sur cette autoroute, mais quelques routes secondaires ont survécu. Elles sont endommagées, faibles, mais elles sont là. Notre travail est de reconstruire ces routes, de les rendre plus fortes, de créer de nouvelles connexions. Et c'est possible, le cerveau humain est la chose la plus adaptable de l'univers. Didier répondit, il peut créer de nouvelles voies neurologiques lorsque les anciennes sont bloquées. C'est un processus appelé neuroplasticité. La médecine conventionnelle le reconnaît, mais sous-estime généralement son pouvoir. Quand l'évaluation fut terminée, Didier aida Victorine à s'asseoir. Son expression était sérieuse, mais pleine d'espoir. « Bien, dit-il, voici la vérité sans filtre. Vous avez plus d'activité neurologique résiduelle que ce que j'avais initialement pensé. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que la récupération de la fonction nécessitera un travail qui sera probablement plus intense que tout ce que vous avez fait dans votre vie. Dites-moi ce que je dois faire. » Victorine répondit sans hésiter. « Nous allons commencer par la stimulation électrique neuromusculaire combinée à une thérapie physique intensive. 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Les exercices seront douloureux. Votre corps va protester. Vous voudrez abandonner. Je n'abandonnerai pas. » Victorine affirma. Didier l'étudia pendant un long moment. « Il y a autre chose que vous devez comprendre. Ce processus n'est pas seulement physique. Vous devrez affronter des raisons émotionnelles pour lesquelles votre corps s'est accroché à cette condition. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que parfois le corps maintient des conditions parce qu'elles servent un but psychologique. Je ne dis pas que votre blessure n'est pas réelle, mais je dis que la récupération exigera que vous exploriez pourquoi une partie de vous pourrait résister à la guérison. » La suggestion mit Victorine en colère au début. « Vous êtes en train de dire que c'est psychologique? Que je choisis d'être dans ce fauteuil? » « Non. » Didier répondit calmement. « Je dis que l'esprit et le corps sont connectés de manière que la médecine occidentale commence à peine à comprendre et que la vraie guérison exige de s'attaquer aux deux. » Victorine voulut argumenter, voulut défendre sa position, mais quelque chose dans la façon dont Didier l'avait dit la fit faire une pause. Pendant 8 ans, elle avait utilisé son fauteuil comme bouclier, comme excuse pour tout contrôler autour d'elle, pour tenir les gens à distance,
pour justifier sa cruauté en réponse au traumatisme. Et si une partie d'elle s'accrochait réellement à cette condition parce que cela lui donnait du pouvoir d'une manière tordue? D'accord, dit-elle finalement, sa voix plus douce. Je ferai le travail physique et émotionnel. Didier sourit. Alors, commençons. Aujourd'hui, nous allons établir votre point de départ. Je veux voir ce que vous pouvez faire maintenant afin que nous ayons quelque chose à comparer plus tard. Les 90 minutes suivantes furent les plus difficiles physiquement que Victorine ait vécues depuis des années. Didier la guida à travers des exercices qui activèrent des muscles qu'elle avait supposés complètement morts. Il utilisa la stimulation électrique pour provoquer des contractions musculaires. Puis il lui enseigna des techniques pour tenter de reproduire ces contractions volontairement. Au début, rien ne se passa. Ses jambes restèrent complètement inertes, peu importe ses efforts. Mais Didier était persévérant, ajustant les techniques, essayant différentes approches, cherchant cette étincelle de connexion neurologique. Et puis, après 40 minutes de tentatives frustrantes, cela arriva. Victorine était intensément concentrée sur son gros orteil droit, essayant de le bouger comme Didier le lui avait instruit. Elle avait essayé cela des milliers de fois pendant les premières années après l'accident, toujours sans résultat. Mais cette fois, avec la combinaison de la stimulation électrique de Didier et de sa propre concentration acharnée, elle vit quelque chose d'impossible. Son orteil bougea. Ce ne fut pas un grand mouvement, à peine 1 millimètre, peut être moins, mais il bougea. « Oh mon Dieu !» Victorine cria, les larmes lui montant instantanément aux yeux. « Il a bougé. Mon orteil a bougé. » Didier se pencha plus près, observant attentivement. Encore une fois. Essayez encore une fois. Victorine concentra toute son attention, toute sa volonté sur cet orteil et lentement, douloureusement, il bougea de nouveau. Cette fois un peu plus clairement. « Oui !» Didier célébra avec elle, un sourire authentique illuminant son visage. « C'est ça, c'est la connexion que nous devions trouver. » Victorine sanglotait ouvertement maintenant, 8 ans de désespoir se déversant en larmes de soulagement et de terreur absolue. Parce que si c'était possible, si elle pouvait réellement récupérer des fonctions, cela signifiait que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge. Cela signifiait qu'elle avait passé 8 ans à accepter une sentence qu'elle n'avait être pas à accepter. « Ce n'est pas de votre faute, » dit Didier gentiment, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Les médecins ont travaillé avec les informations qu'ils avaient. Ils ont fait de leur mieux, mais parfois le mieux n'est pas suffisant. Quand la séance fut terminée, Victorine était physiquement et émotionnellement épuisée. Didier l'aida à regagner son fauteuil avec le même soin professionnel qu'il avait montré auparavant. « Reposez-vous aujourd'hui », ordonna-t-il. « Votre corps a besoin de traiter ce que nous venons de faire. Demain, nous continuerons. » « Didier », Victorine l'appela avant qu'il ne puisse partir. « Merci. Pas seulement pour ça. » Elle gesticula vers le tapis d'exercice. « Mais pour ne pas avoir abandonné quand vous avez vu quelque chose que d'autres n'ont pas vu. » Didier hocha la tête. « Tout le monde mérite une seconde chance, Victorine. Même ceux qui ne croient pas la mériter. » Les mots restèrent avec Victorine pendant tout le trajet de retour à la maison. Elle avait traité Didier avec un mépris absolu lors de leur première rencontre. Elle l'avait menacé, insulté, l'avait complètement jugé en se basant sur son apparence, et il avait répondu avec compassion, avec professionnalisme, avec un cadeau qu'il n'avait pas à lui offrir. Pour la première fois en 8 ans, Victorine se demanda qui était vraiment la personne qu'elle voyait dans le miroir. Au cours des 3 semaines suivantes, Victorine se transforma. Elle arrivait au garage de Didier chaque matin à Sept, avant que les autres mécaniciens n'arrivent. Elle travaillait avec une intensité qui surprenait même Didier, poussant son corps au-delà de limites qu'elle avait supposées absolues. Et lentement, miraculeusement, son corps répondait, le mouvement de l'orteil s'étendit à d'autres doigts. Puis elle commença à ressentir des sensations plus fortes dans ses pieds. Un matin mémorable, elle réussit à fléchir légèrement sa cheville. C'était de petites victoires, microscopiques comparées à une fonction complète. Mais pour Victorine, elles étaient monumentales. Mais le véritable changement n'était pas seulement physique. C'était dans la façon dont Victorine commença à voir le monde et elle-même à l'intérieur de celui-ci. Un matin, elle arriva tôt et trouva Didier travaillant sur la voiture d'une femme âgée aux vêtements usés, mais propres. La femme était inquiète, expliquant qu'elle avait besoin de sa voiture pour se rendre à son travail à l'hôpital où elle nettoyait des chambres. « Je n'ai pas beaucoup d'argent ?» La femme avoua avec honte, « Mais je peux payer en plusieurs fois. »« Le travail est fait. » Didier l'interrompit gentiment. « Il n'y a pas de frais. »« Mais je ne peux pas accepter la charité. » La femme protesta. « Ce n'est pas de la charité. » Didier répondit avec un sourire. « C'est un investissement dans ma communauté. Vous prenez soin des malades dans cet hôpital. Je prends soin des gens de mon quartier. Nous faisons tous notre part. » Victorine observa cette interaction depuis sa voiture,
où elle attendait que Didier ait fini et ressentit quelque chose d'étrange et d'inconnu se mouvoir dans sa poitrine. La honte pour toutes les fois où elle avait traité les actes de gentillesse comme des transactions, pour toutes les fois où elle avait supposé que les gens n'aidaient que lorsque cela servait leurs propres intérêts. Vous voyez ça souvent? Victorine demanda quand la femme fut partie, des larmes de gratitude dans les yeux. Quoi ça? Didier répondit, déjà concentré sur la préparation de l'espace pour leur séance. Des gens qui ne peuvent pas payer. La plupart de mes clients ne peuvent pas payer ce qu'un garage normal facturerait. Didier admit. C'est pourquoi je facture ce qu'ils peuvent. Certains paient intégralement, certains paient partiellement, certains ne paient rien. Au final, tout s'équilibre. Ce n'est pas une façon de gérer une entreprise, Victorine commenta, bien que son ton soit plus curieux que critique. Cela dépend de ce que vous définissez comme succès en affaires, Didier répondit. Si c'est seulement l'argent, alors non, ce n'est pas efficace. Mais si c'est construire une communauté où les gens prennent soin les uns des autres, alors je suis l'homme le plus réussi que je connaisse. La philosophie était si radicalement différente de tout ce que Victorine avait pratiqué de toute sa vie qu'elle la laissa sans voix. Dans son monde, le succès se mesurait en chiffres, bénéfices trimestriels, valeur des actions, retour sur investissement. L'idée que le succès puisse se mesurer en sourires de gratitude, en communauté forte, en personnes s'aidant mutuellement, lui était complètement étrangère. Mais en observant Didier travailler, en voyant comment ses autres mécaniciens le respectaient, non par peur, mais par admiration sincère, en remarquant comment les clients revenaient non parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils faisaient entièrement confiance à cet homme, Victorine commença à remettre en question tout ce qu'elle avait cru sur la valeur et le succès. « Je veux faire quelque chose. » Victorine annonça un après-midi après une séance particulièrement réussie, où elle avait réussi à fléchir les deux chevilles simultanément. « Quoi ?» Didier demanda en nettoyant l'équipement. « Je veux financer votre travail officiellement. Je veux créer une fondation qui vous permettra d'aider davantage de personnes comme moi, des personnes que le système médical a abandonnées. » Didier s'arrêta de nettoyer, son expression devenant prudente. « Victorine, c'est généreux, mais… » « Il n'y a pas de mais. » Victorine l'interrompit. « J'ai passé 8 ans à utiliser mon argent pour construire des murs autour de moi. Je veux commencer à l'utiliser pour construire des ponts, pour aider les autres et votre travail mérite des ressources qu'il n'a pas. Et que voudriez-vous en retour ?» Didier demanda, s'attendant clairement à des conditions. « Rien. » Victorine répondit simplement, « Juste que vous continuez à faire ce que vous faites, à aider les gens que d'autres ont abandonnés, à prouver que les miracles sont possibles quand quelqu'un refuse d'accepter les limitations. » Didier l'étudia pendant un long moment, comme s'il évaluait si ce changement chez Victorine était authentique ou temporaire. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord, mais à une condition de ma part. Laquelle? Que vous travailliez dans la fondation, non seulement en la finançant, mais en vous impliquant, en rencontrant les patients, en comprenant leurs histoires, car je crois que cela fera partie de votre propre guérison. » Victorine ouvrit la bouche pour protester, puis s'arrêta. Didier avait raison. Pendant 8 ans, elle était restée enfermée dans sa tour d'ivoire, isolée de l'humanité réelle. Il était peu, être temps de se reconnecter. « J'accepte, » dit-elle. Cette décision changea tout. Au cours des semaines suivantes, Victorine non seulement poursuivit sa rééducation intensive, mais commença à s'impliquer dans la vie des autres personnes que Didier aidait. Elle rencontra Romain, un jeune homme de 20 ans paralysé après avoir été blessé par balle lors d'une agression. Elle rencontra Hélène, une mère de 3 enfants victime d'un accident de la route, à qui on avait dit qu'elle ne sentirait plus jamais ses jambes. Elle rencontra Michel, un homme âgé qui avait eu un accident vasculaire cérébral et retrouvait lentement sa fonction motrice. Chaque histoire était différente, mais toutes partageaient le même thème. Des personnes que le système médical officiel avait jugées incurables, mais qui avaient trouvé l'espoir dans les mains magiques d'un mécanicien qui refusait d'accepter l'impossible comme réponse finale. Et Victorine apprit quelque chose de fondamental. Sa douleur n'était pas unique, sa lutte n'était pas spéciale. Elle faisait partie d'une communauté de personnes luttant contre les limitations que d'autres leur avaient imposées. « Vous savez ce qui est le plus difficile ?» Hélène lui dit un après-midi alors qu'elles faisaient toutes deux des exercices de rééducation côte à côte dans l'atelier. « Ce n'est pas la douleur physique. C'est la façon dont les gens vous regardent comme si vous n'étiez plus complètement humaine. » Victorine ressentit ces mots comme un coup de poing, car pendant 8 ans, elle avait regardé les autres exactement comme ça. Elle avait réduit les gens à leurs emplois, leurs comptes bancaires, leur utilité pour elle. Elle ne les avait pas vus comme complètement humains. « J'étais comme ça. » Victorine admit doucement. « Je regardais les gens et je ne voyais que des étiquettes. Mécanicien, femme de ménage, chauffeur. Je ne voyais jamais les personnes complètes derrière ces étiquettes. Et maintenant ?» Hélène demanda curieuse. « Maintenant je vois que j'étais la plus handicapée de tous. Non pas dans mon corps, mais dans mon humanité.
Ce fut cette même semaine que Victorine prit une décision qui surprit tous ceux qui la connaissaient. Elle convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration de Dubois Pharma, l'entreprise que sa famille avait construite pendant 3 générations. La salle de réunion au 45 étages de l'immeuble d'affaires le plus haut de la ville était remplie d'hommes et de femmes en costumes coûteux, tous observant Victorine avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Des rumeurs circulaient sur des changements dans son comportement, sur des visites dans un garage mécanique, sur des investissements étranges dans des programmes de rééducation non conventionnels. Mesdames et messieurs, Victorine commença, son fauteuil positionné en bout de la table en acajou de 20 mètres de long. Au cours des 8 dernières années, j'ai dirigé cette entreprise depuis une position d'isolement. J'ai pris des décisions basées uniquement sur les marges de profit, sans considérer l'impact humain de ces décisions. Le silence dans la salle était absolu. Personne n'avait jamais entendu Victorine admettre sa vulnérabilité ou ses erreurs. Récemment, continua-t-elle, j'ai appris des leçons importantes sur la valeur, sur le but, sur ce que signifie réellement le succès, et j'ai décidé d'apporter des changements significatifs à notre façon d'opérer en tant qu'entreprise. Quel genre de changement ? Demanda Thierry Morel, le directeur financier qui travaillait avec la famille Dubois depuis 20 ans. Premièrement, nous allons établir un programme d'accès aux médicaments pour les personnes qui ne peuvent pas payer le prix fort. Deuxièmement, nous allons investir 30% de nos bénéfices annuels dans la recherche de traitements pour des affections généralement ignorées parce qu'elles ne sont pas suffisamment rentables. Et troisièmement, nous allons nous associer à des cliniques communautaires pour fournir des soins médicaux accessibles dans les zones mal desservies. Le murmure qui suivit fut de choc et de désapprobation. Le directeur des opérations, un homme nommé Benoît Lecomte, parla d'une voix tendue. « Madame Dubois, avec tout le respect que je vous dois, ces propositions réduiraient nos bénéfices d'environ 40%. Les actionnaires ne l'accepteront jamais. Les actionnaires l'accepteront parce que je suis l'actionnaire majoritaire. » Victorine répondit calmement. « Et j'ai décidé que cette entreprise fera plus que générer de la richesse, elle générera de l'espoir. C'est de la folie. » Benoît se leva, le visage rougi. « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce ce mécanicien dont tout le monde parle? Vous a-t-il lavé le cerveau ?» Au contraire, Victorine répondit, et pour la première fois un sourire authentique apparut sur son visage. « Il m'a aidé à voir clairement pour la première fois de ma vie, et ce que je vois, c'est que j'ai mesuré le succès avec les mauvaises métriques. Alors, peut-être que vous ne devriez pas diriger cette entreprise. » Benoît défia. « Peut-être que vous avez raison. » Victorine acquiesça, surprenant tout le monde. « Peut-être qu'il est temps que cette entreprise soit dirigée par quelqu'un qui comprend que la médecine ne devrait pas être une affaire qui privilégie les profits aux vies. » La réunion se termina dans le chaos. 3 membres du conseil d'administration démissionnèrent immédiatement. D'autres menacèrent de bataille légale, mais Victorine maintint sa position ferme. Et à sa surprise, certains membres du conseil, surtout les plus jeunes, exprimèrent leur soutien. « Mon père a travaillé pour votre grand-père », dit Juliette Blanc, une cadre de 35 ans récemment promue. Il disait toujours que la compagnie avait une âme, qu'elle se souciait des gens. Je suis heureuse de voir qu'elle revient à ses racines. Cette nuit-là, Victorine retourna au garage de Didier. Il était en train de fermer, nettoyant les outils du jour et préparant tout pour le lendemain. Quand elle le vit entrer, elle remarqua immédiatement quelque chose de différent dans son expression. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. « Je viens être de détruire l'entreprise familiale. » Victorine répondit, mais elle souriait. Et ironiquement, je ne me suis jamais senti aussi fière de moi. Elle lui raconta la réunion, les propositions, les démissions et le chaos. Didier écouta en silence, nettoyant l'huile de moteur de ses mains pendant qu'elle parlait. « Pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait ?» Victorine demanda quand elle eut fini. « Est-ce que ce que je pense compte ?» Didier répondit. « Oui, ça compte beaucoup. » Didier s'assit sur un tabouret métallique, ses yeux rencontrant les siens. « Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait, mais je crois aussi que c'était la décision facile. » Victorine cligna des yeux, surprise. « Facile? Comment peut-il être facile de risquer un empire familial? Parce que l'argent a toujours été abstrait pour vous. » Didier expliqua. « Vous n'avez jamais eu à vous soucier du loyer, de mettre de la nourriture sur la table, de choisir entre la médecine et l'électricité. Décider d'utiliser votre richesse pour aider les autres est noble, mais cela ne vous coûte vraiment rien sur le plan personnel. » Les mots faisaient mal précisément parce qu'ils étaient vrais. Alors, quelle serait la décision difficile? Changer la façon dont vous traitez les gens que vous rencontrez chaque jour. Affronter les préjugés que vous avez eus toute votre vie. Apprendre à voir la dignité en chaque personne, peu importe son travail ou son compte bancaire. C'est ça le difficile. Victorine traita cela en silence. Didier avait raison. Il avait été relativement facile d'écrire un gros chèque ou de modifier des politiques d'entreprise. Le plus difficile était de changer son propre cœur. « Enseignez-moi », dit-elle finalement. « Vous enseignez quoi? Comment voir les gens comme vous les voyez?
Comment trouver de la valeur là où j'ai été aveugle toute ma vie? Didier sourit. Vous apprenez déjà. Chaque jour où vous venez ici, chaque conversation que vous avez avec Romain ou Hélène ou Michel, chaque moment où vous choisissez l'humilité plutôt que l'arrogance, vous apprenez. Ce fut à ce moment-là que l'un des autres mécaniciens, un jeune homme d'environ 25 ans nommé Marc, s'approcha timidement. « Excusez-moi, Madame Dubois », commença-t-il nerveusement. « Je voulais juste dire ce que vous faites avec l'entreprise pharmaceutique. C'est important. Ma sœur a le diabète. Elle ne peut pas payer son insuline entièrement. Elle la rationne, se mettant en danger. Si votre programme peut aider des personnes comme elle, cela va sauver des vies. » Victorine sentit des larmes lui monter aux yeux. Pendant 8 ans, elle avait dirigé une entreprise pharmaceutique sans vraiment penser aux vies réelles affectées par ses décisions. Elle avait vu des chiffres sur des feuilles de calcul, pas des personnes comme la sœur de Marc luttant pour survivre. « Comment s'appelle votre sœur ?» Victorine demanda. « Marie », Marc répondit surpris par la question. « Je veux la rencontrer et je veux m'assurer qu'elle ait toute l'insuline dont elle a besoin. » Dès demain, Marc semblait sur le point de pleurer. « Madame, je ne sais pas comment vous remercier. » « Ne me remerciez pas, » Victorine répondit doucement. « Remerciez Didier de m'avoir appris à voir des personnes au lieu de chiffres. » Après le départ de Marc, Didier et Victorine restèrent silencieux un long moment. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» Victorine finit par dire. « Pour la première fois en 8 ans, je ne me sens pas définie par ce fauteuil. Je me sens définie par qui je choisis d'être. C'est parce que vous guérissez. » Didier observa. « Non seulement votre corps, bien que cela progresse incroyablement aussi, mais vous guérissez les parties de vous qui étaient brisées bien avant l'accident. » Les mots résonnèrent profondément chez Victorine. Elle avait supposé que son traumatisme principal était l'accident d'équitation, la lésion de la moelle épinière. Mais maintenant, elle commençait à voir qu'elle avait été blessée bien avant cela, blessée par une vie de privilèges qui l'avait isolée de l'humanité réelle, par des années à apprendre que l'argent était plus important que les gens, par une éducation qui l'avait enseignée à mesurer la valeur en termes matériels. « Didier », Victorine dit doucement, « puis-je vous demander quelque chose de personnel ? Bien sûr. Regrettez-vous parfois d'avoir quitté la médecine, d'avoir sacrifié votre carrière pour votre père ?» Didier considéra la question attentivement. « Avant oui, les premières années ont été très difficiles. Je voyais mes collègues internes progresser dans leur carrière, devenir les neurochirurgiens à succès que j'avais prévu d'être. Je me demandais si j'avais gaspillé mon potentiel, et maintenant je vois que je n'ai rien gaspillé. J'ai juste pris un chemin différent. J'ai aidé plus de personnes depuis ce garage que je n'en aurais aidé dans un hôpital d'élite où seuls les riches ont accès. J'ai construit une communauté basée sur l'entraide plutôt que sur des transactions financières, et j'ai appris que le vrai succès ne se mesure pas en titres ou en prestige, mais en vie touchée et en cœur changé. Vous êtes la personne la plus sage que j'ai jamais rencontrée, Victorine admit. Je ne suis pas sage, Didier rit. Je suis juste quelqu'un qui a appris ses leçons à la dure et a décidé de ne pas gaspiller cette douleur. Ce fut pendant cette conversation que Victorine réalisa quelque chose de fondamental. Elle était tombée amoureuse de Didier, pas de manière romantique nécessairement, bien qu'il y ait des éléments de cela aussi, mais d'une manière plus profonde. Elle était tombée amoureuse de sa façon de voir le monde, de sa compassion inébranlable, de son refus de laisser le système définir ce qui était possible, mais plus important encore, elle était tombée amoureuse de qui elle devenait sous son influence. La femme cruelle et amère qu'elle avait été mourait lentement, remplacée par quelqu'un que Victorine reconnaissait à peine, mais qu'elle aimait infiniment plus. 2 mois après leur première rencontre, Didier décida que Victorine était prête pour le niveau suivant de sa rééducation. Aujourd'hui, annonça-t-il avec un sourire qui faisait briller ses yeux, « Nous allons essayer quelque chose que vous penserez probablement complètement fou. Après tout ce que nous avons fait, rien ne me surprendrait. » Victorine répondit. « Nous allons essayer de vous faire tenir debout. » Le silence qui suivit fut absolu. Victorine sentit comme si le monde entier s'était arrêté. « Tenir debout ?» murmura-t-elle finalement. « Didier, c'est possible ?» Oui, Didier compléta. « Vous avez fait des progrès incroyables. Vous avez de la sensation dans la plupart de vos jambes, vous avez un contrôle musculaire partiel de vos chevilles, de vos genoux, même certaines fonctions dans vos hanches. Il est temps de voir si nous pouvons transformer ces petites victoires en quelque chose de plus grand. Mais, et si je tombe? Et si je me blesse? Vous ne tomberez pas parce que je vous soutiendrai, et vous ne vous blesserez pas parce que je serai là à chaque seconde. Faites-moi confiance, Victorine. » Et elle lui faisait entièrement confiance. Cet homme l'avait menée du désespoir à l'espoir, de la résignation à la possibilité. S'il disait qu'elle pouvait se tenir debout, alors elle essayerait. Didier prépara tout méticuleusement. Il installa des barres parallèles qu'il avait construites spécifiquement pour ce moment. Il positionna des tapis de sécurité. Il appela 2 de ses mécaniciens les plus expérimentés pour qu'ils l'aident en soutien supplémentaire. « Bien », Didier s'agenouilla devant Victorine
ses mains trouvant des positions familières sur ses jambes. Nous allons faire cela par étapes. Premièrement, je vais vous aider à vous lever. Je vais soutenir la majeure partie de votre poids. Votre travail est simplement d'essayer d'activer les muscles que nous avons rééduqués. Prête? Prête, Victorine répondit, bien que sa voix tremblât. Didier la déplaça avec soin de son fauteuil à une position entre les barres parallèles. Ses mains soutinrent sa taille avec fermeté tandis que lentement, centimètre par centimètre, il la guida vers une position verticale. Et puis pour la première fois en 8 ans, Victorine Dubois était debout. Didier soutenait la majeure partie de son poids. Oui, et ses jambes tremblaient violemment d'effort, mais elle était verticale. Elle regardait Didier dans les yeux au lieu de vers le haut. Elle vivait une perspective qu'elle avait cru perdue à jamais. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle les remarquait à peine. Toute son attention était de maintenir cette position, d'activer chaque muscle que Didier lui avait appris à réveiller. « C'est ça », Didier l'encourageait, sa voix douce mais ferme. « Sentez vos pieds contre le sol. Sentez votre poids se distribuer à travers vos jambes. Votre corps se souvient comment faire cela. Il vous suffit de le lui rappeler. » Victorine se concentra avec une intensité qui frisait le mystique, et à son étonnement absolu, elle sentit quelque chose. Ses jambes ne pendaient pas inutilement, mais supportaient une fraction, petite mais réelle, de son poids. « Je le sens !» s'exclama-t-elle. « Je soutiens une partie de mon poids. » Oui, Didier célébra. C'est exactement ce que je voulais voir. Maintenant, je vais réduire un tout petit peu mon soutien. Je veux que vous essayiez de maintenir votre équilibre. Il réduisit légèrement sa prise. Et Victorine sentit ses muscles protester férocement contre le travail supplémentaire, mais elle tint, tremblante, instable, mais debout. Cela ne dura que 30 secondes, mais ce furent les 30 secondes les plus miraculeuses de la vie de Victorine. Quand Didier l'aida finalement à regagner son fauteuil, elle sanglotait de manière incontrôlable. « J'étais debout », répétait-elle. « J'étais vraiment debout. » Les autres mécaniciens qui avaient assisté à l'instant applaudissaient. Certains avaient des larmes dans les yeux, car ils avaient tous vu Victorine quand elle était arrivée pour la première fois, arrogante et cruelle, et tous avaient été témoins de sa transformation. « Ce n'est que le début », Didier lui dit, s'agenouillant devant elle et prenant ses mains. « Avec la pratique, vous pourrez vous tenir debout plus longtemps. Finalement, avec le bon soutien, vous pourrez être même faire des pas. » Des pas? Victorine pouvait à peine prononcer le mot. « Je ne promets pas que vous marcherez de manière indépendante. » Didier fut prudent de clarifier. « Mais je crois que nous pouvons arriver à ce que vous puissiez marcher avec assistance. Un déambulateur peut être éventuellement juste des cannes. Ce ne sera pas facile. Cela prendra des mois, peut être des années, mais c'est possible. » Victorine l'embrassa alors. Peu importe qu'il soit couvert de graisse de moteur, peu importe les larmes qui tachaient son uniforme. Seul comptait cet homme incroyable qui avait refusé d'accepter l'impossible comme réponse. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule. « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je n'abandonne jamais les gens qui sont prêts à se battre pour eux-mêmes. » Didier répondit en lui rendant l'étreinte gentiment. « Et vous, Victorine, vous êtes une battante. » Les semaines suivantes furent des montagnes russes d'émotions et de découvertes. Victorine pratiquait la station debout tous les jours, augmentant progressivement le temps qu'elle pouvait supporter son propre poids. 20 secondes devinrent 30. 30 devinrent 1 minute. Et puis, un jour mémorable, elle maintint sa position pendant 5 minutes complètes. Mais le véritable défi arriva quand Didier annonça l'étape suivante. « Il est temps d'essayer un pas », dit-il un matin après que Victorine eut réussi à se tenir debout pendant près de 10 minutes avec un soutien minimal. Un pas, Victorine sentit la terreur et l'excitation se mélanger en proportions égales. Didier, se tenir debout est une chose, mais bouger les jambes. « Je sais », Didier hocha la tête. « C'est exponentiellement plus complexe. Cela demande de la coordination, de l'équilibre et de la force que vous êtes encore en train de développer, mais je crois que vous êtes prête à essayer. » Il prépara un système de harnais de sécurité qui la soutiendrait si elle perdait l'équilibre. Il positionna les barres parallèles pour qu'elle ait quelque chose à quoi s'accrocher, et ensuite, avec une patience infinie, il commença à lui enseigner la biomécanique d'un pas. « Marcher, c'est essentiellement tomber en avant de manière contrôlée, » expliqua-t-il. « Vous transférez votre poids sur une jambe, vous levez légèrement l'autre, vous la déplacez vers l'avant, puis vous transférez à nouveau le poids. Votre cerveau faisait cela automatiquement. Maintenant, nous devons lui enseigner consciemment chaque élément. » La première tentative fut un échec total. Victorine réussit à se tenir debout. Elle réussit à transférer son poids sur sa jambe droite, mais quand elle essaya de lever sa jambe gauche, ses muscles refusèrent simplement de coopérer. Elle serait tombée si Didier ne l'avait pas soutenue. Encore une fois, Victorine ordonna. Une détermination farouche dans sa voix. « Votre corps a besoin de se reposer », Didier avertit. Encore une fois,
Victorine répéta et Didier reconnut cette expression. C'était la même qu'il avait vue chez des dizaines de patients qui étaient sur le point d'accomplir quelque chose d'impossible. Une pure volonté inébranlable. Ils essayèrent encore et encore et encore. Pendant 2 heures, Victorine tenta de faire un seul pas, et à chaque fois elle échouait, mais à chaque échec, elle apprenait quelque chose. Ses muscles se rappelaient progressivement comment se coordonner. Son cerveau reconstruisait des connexions neurologiques qui avaient été endormies pendant des années. Et puis, à la 37e tentative, cela arriva. Victorine était debout au bar parallèle, son poids sur sa jambe droite. Elle respira profondément, visualisant le mouvement comme Didier le lui avait appris. Et puis, avec une concentration si intense qu'elle sentait la sueur perler sur son front, elle leva sa jambe gauche. Ce ne fut pas un mouvement doux. Son pied traîna sur le sol avec une résistance évidente, mais il avança, à peine 10 centimètres. Mais il avança et quand il toucha à nouveau le sol, Victorine était debout dans une nouvelle position. Elle avait fait un pas, son premier pas en 8 ans. L'atelier éclata de joie. Tous les mécaniciens avaient observé, leurs propres travaux oubliés au profit de ce miracle. Marc pleurait ouvertement, même le vétéran de 60 ans, Jean-Luc, avait les larmes aux yeux, mais personne n'était plus ému que Didier. Son sourire était si large qu'il illuminait toute la pièce. « Vous l'avez fait !» s'exclama-t-il. « Vous avez fait un pas, un seul !» Victorine rit à travers ses larmes. Et le pas le plus laid et le plus maladroit que quiconque ait jamais fait. C'est le plus beau pas que j'ai vu de ma vie. Didier répondit avec une sincérité absolue. Parce que c'est un pas que les meilleurs médecins du monde ont dit que vous ne feriez jamais. Victorine regarda cet homme qui l'avait complètement transformé. Non seulement son corps, bien que ce fût un miracle en soi, mais son âme, il l'avait forcée à affronter qui elle avait été, qui elle voulait être et la distance entre ces deux versions d'elle-même. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous », dit-elle doucement. « Vous vous trompez. » Didier répondit. « Je ne vous ai montré que le chemin. Vous avez fait tout le travail. » Au cours des 2 mois suivants, Victorine travailla sans relâche à perfectionner ce pas. Un pas devint 2, 2 devinrent 3, et puis, à un moment qui resterait gravé dans sa mémoire pour toujours, elle marcha 5 mètres complets avec un soutien minimal de Didier. Ce n'était pas une marche normale. Chaque pas exigeait une concentration intense. Son pied droit traînait légèrement. Son équilibre était précaire, mais elle marchait, réellement, véritablement marchait. Mais tandis que son corps se transformait, Victorine réalisa qu'il y avait un autre défi à relever, le monde extérieur. Pendant des mois, sa rééducation avait été privée, confinée dans les limites sécurisantes du garage de Didier. Mais il était temps maintenant d'affronter la société qui ne l'avait connue que comme la femme handicapée dans le fauteuil roulant en titane. L'occasion se présenta lorsque la Chambre de commerce et d'industrie de Paris l'invita à prononcer le discours principal de son gala annuel. C'était un événement que Victorine avait religieusement évité pendant 8 ans. L'idée d'être exposée dans son fauteuil, d'être l'objet de pitié ou d'admiration performative, avait été intolérable. Mais maintenant, quelque chose avait changé. « Je vais y assister ». Victorine dit à son assistante Sophie par téléphone. « Et Sophie, ne mentionnez pas mon fauteuil dans aucun matériel promotionnel. En fait, ne mentionnez pas du tout ma condition. Êtes-vous sûre ?» Sophie demanda, manifestement confuse. « Ça a été votre marque pendant des années, la PDG à succès qui a surmonté l'adversité. Je ne veux pas être définie par mon handicap. » Victorine répondit. « Je veux être définie par ce que je fais maintenant. » Le soir du gala, Victorine s'habilla avec un soin qu'elle n'avait pas déployé depuis des années. Elle choisit une robe longue qui couvrirait ses jambes, mais qui était élégante plutôt que fonctionnelle. Elle se maquilla non pour cacher, mais pour mettre en valeur. Elle se coiffa avec un style qui témoignait de confiance plutôt que de contrôle. Et quand vint le moment d'entrer dans la salle de bal du Ritz Paris, l'hôtel le plus exclusif de la ville, Victorine fit quelque chose que personne n'attendait. Elle arriva en marchant. Elle utilisait un déambulateur spécialisé que Didier avait modifié pour elle. Ses pas étaient lents, délibérés, mais elle marchait et l'effet sur la salle fut électrique. Le murmure des conversations s'arrêta instantanément. Toutes les têtes se tournèrent et pendant un moment, il y eut un silence absolu, tandis que 500 personnes digéraient l'impossible. Victorine Dubois, que tous avaient connue comme étant définitivement confinée à un fauteuil roulant, marchait et puis, comme si quelqu'un avait donné un signal invisible, la salle éclata en applaudissements retentissants. Ce n'était pas l'applaudissement poli des événements corporatifs, c'était quelque chose de plus viscéral, de plus authentique. C'était la reconnaissance d'avoir été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Mais Victorine leva une main pour les faire taire et progressivement les applaudissements s'éteignirent. « S'il vous plaît », dit-elle quand la salle fut silencieuse, « ne m'applaudissez pas pour avoir marché. Applaudissez l'homme qui a refusé d'accepter le mot impossible comme réponse finale. » Elle fit un geste vers Didier, qui se tenait à l'entrée, vêtu du seul costume qu'il possédait,
manifestement mal à l'aise au milieu de toute cette richesse et de ce prestige. Il avait insisté pour ne pas venir, mais Victorine l'avait convaincu en lui disant que cette soirée n'était pas pour elle, mais pour honorer son travail. Didier Laurent. Victorine, continua-t-elle, sa voix résonnant dans la salle, est un mécanicien. Il répare des voitures dans un modeste garage de l'est de la ville. Mais il est aussi autre chose. C'est un brillant neurochirurgien qui a abandonné sa carrière pour prendre soin de son père. C'est un guérisseur qui aide des personnes que le système médical officiel a abandonnées, et c'est la raison pour laquelle je suis debout ici ce soir. Elle voyait les visages de l'assistance passer d'expressions de curiosité à la compréhension, puis à quelque chose qui aurait pu être de la honte, car beaucoup d'entre eux, sous différentes formes, avaient contribué à un système qui valorisait les diplômes plutôt que les capacités, qui mesurait le succès en argent plutôt qu'en vie transformée. Pendant 8 ans, Victorine continua, sa voix gagnant en force. J'ai été la PDG handicapée qui était censée inspirer les autres, mais la vérité est que j'étais une femme amère qui utilisait son handicap comme excuse pour traiter les autres avec cruauté. J'utilisais mon fauteuil comme une arme et comme une armure. Le silence dans la salle était maintenant inconfortable. Personne ne s'attendait à ce genre d'honnêteté brutale lors d'un gala d'entreprise. Mais Didier m'a appris quelque chose de fondamental, que le véritable handicap n'est pas physique. C'est l'incapacité de voir l'humanité chez les autres. C'est l'incapacité de reconnaître la valeur au-delà des titres et des comptes bancaires. C'est l'incapacité de grandir, de changer et de devenir une meilleure personne. Victorine fit une pause, laissant les mots résonner. Ce soir, j'annonce la Fondation Laurent pour la rééducation alternative. Elle sera financée par 100 millions d'euros de ma fortune personnelle. Sa mission sera de fournir traitement et espoir aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière qui ont été jugées incurables par la médecine conventionnelle. L'applaudissement qui suivit fut différent du premier. Il était plus sobre, plus réfléchi, car tous dans cette salle savaient que Victorine venait de défier fondamentalement le statu quo médical. Mais ce n'est pas seulement de l'argent. Victorine continua quand les applaudissements se calmèrent. Il s'agit de changer la façon dont nous valorisons les gens. Il s'agit de reconnaître que le génie peut exister dans un garage mécanique autant que dans une tour de bureau. Il s'agit de comprendre que le vrai succès se mesure en vies touchées, pas en profits accumulés. Elle regarda directement Didier, qui avait les larmes aux yeux. Didier m'a donné la capacité de marcher à nouveau, mais plus important encore, il m'a donné la capacité de voir clairement, de sentir profondément, de vivre authentiquement. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un cadeau qu'aucun argent ne peut acheter. Quand elle eut terminé son discours, Victorine marcha lentement du podium vers Didier. Chaque pas était un effort visible, mais elle les fit avec dignité et détermination. Et quand elle l'atteignit enfin, elle prit sa main. « Merci », dit-elle simplement. Didier ne fit pas confiance à sa voix pour répondre, alors il la serra simplement dans ses bras, pendant que toute la salle se levait pour une ovation. Mais pour Victorine, le véritable moment arriva après, quand une jeune femme s'approcha timidement. C'était la sœur de Marc, Marie, celle qui avait le diabète. Madame Dubois, Marie parla d'une voix tremblante. « Je voulais juste dire, le programme d'accès aux médicaments que vous avez lancé a littéralement sauvé ma vie. Et maintenant, en voyant ce que vous avez fait pour vous, cela nous donne de l'espoir à tous. L'espoir que le vrai changement est possible. » Victorine sentit des larmes lui monter aux yeux. Pendant 8 ans, elle avait cherché un sens à sa vie au mauvais endroit. Elle avait pensé que le pouvoir venait du contrôle, que le succès se mesurait en domination. Mais maintenant elle comprenait que le vrai pouvoir venait d'élever les autres et le vrai succès se mesurait en espoir créé. Les mois suivants furent transformateurs non seulement pour Victorine, mais pour toute la ville. La Fondation Laurent ouvrit ses portes avec Didier comme directeur médical, mais il insista sur une condition, qu'il continue à travailler dans son garage 3 jours par semaine, car, comme il l'expliquait, c'est là qu'il trouvait ses meilleures idées, entouré de moteurs et du travail honnête de ses mécaniciens. La Fondation employa les meilleurs physiothérapeutes, neurologues et spécialistes en rééducation que l'argent pouvait acheter, mais tous travaillaient sous la philosophie de Didier. Ne jamais accepter l'impossible comme réponse finale, ne jamais abandonner un patient, ne jamais permettre que les limitations du système médical dictent ce qui était possible. Victorine poursuivit sa propre rééducation. 6 mois après son premier pas, elle marchait avec juste une canne. Sa démarche ne serait jamais complètement normale. Elle aurait toujours une légère boiterie à sa jambe droite, mais elle était mobile, elle était indépendante et, plus important encore, elle était complètement transformée. 1 an après leur première rencontre au garage, Victorine organisa une célébration non pas dans une somptueuse salle de bal, mais dans le même garage mécanique où tout avait commencé. Elle invita tous les patients que Didier avait aidés au fil des ans, les mécaniciens qui avaient été témoins de sa transformation et les personnes dont la vie avait été changée par la Fondation. Romain,
Le jeune homme qui avait été blessé par balle pouvait maintenant se tenir debout avec assistance et travaillait vers des pas indépendants. Hélène, la mère de 3 enfants, avait retrouvé suffisamment de sensations pour s'occuper de ses enfants d'une manière qu'elle avait cru perdue à jamais. Michel, l'homme âgé victime d'un accident vasculaire cérébral, marchait avec un déambulateur et avait retrouvé la plupart de son élocution. Chaque histoire témoignait du pouvoir de refuser d'accepter les limitations, de l'importance de voir le potentiel là où d'autres voyaient l'impossibilité. Pendant la célébration, Didier s'approcha de Victorine avec une expression sérieuse. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Victorine demanda immédiatement préoccupée par son ton. « L'hôpital universitaire m'a contacté. Ils ont examiné mon cas. Ils veulent rétablir ma licence médicale et me proposer un poste de chef de rééducation neurologique. » Victorine ressentit un mélange d'émotions. La joie que Didier reçoive enfin la reconnaissance qu'il méritait, mais aussi la peur de le perdre, qu'il choisisse de retourner dans le monde médical officiel et d'abandonner le travail qu'ils faisaient ensemble. « C'est incroyable », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Que leur avez-vous dit ?» Je leur ai dit non. Didier répondit simplement « Quoi? Pourquoi ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de la validation du système médical pour savoir que mon travail a de la valeur. Je n'ai pas besoin d'un titre sur une porte pour savoir que j'aide des personnes. Et franchement, je peux aider plus de personnes depuis mon garage et la fondation que je ne le ferais dans n'importe quel hôpital limité par des protocoles et de la bureaucratie. » Victorine l'embrassa alors, peu importe qu'il soit entouré de gens. « Vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Je suis juste quelqu'un qui a appris que le vrai succès ne vient pas de ce que le monde vous donne. » Didier répondit en lui rendant l'étreinte, « Mais de ce que vous donnez au monde. » Tandis que la célébration se poursuivait autour d'eux, Victorine réfléchit au voyage extraordinaire qu'elle avait entrepris. Elle avait commencé avec une femme arrogante, riant cruellement d'une promesse impossible. Et elle avait fini avec cette même femme marchant, non seulement physiquement, mais spirituellement. Le mécanicien avait tenu sa promesse. Il l'avait fait remarcher, mais plus que cela, il l'avait fait revivre. Il lui avait enseigné que la vraie valeur n'est pas dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes et comment vous traitez les autres. 2 ans après leur première rencontre, Victorine était debout au même endroit où elle était jadis arrivée dans son fauteuil en titane, méprisant tout et tout le monde autour d'elle, mais maintenant elle se tenait sur ses propres jambes, entourée de personnes qu'elle aimait et respectait, faisant un travail qui comptait vraiment. Didier était à ses côtés, non plus le mécanicien couvert de graisse qu'elle avait sous-estimé, mais son partenaire dans la transformation des vies, son ami le plus proche, et la personne qui lui avait enseigné le vrai sens de l'espoir. « Regrettez-vous jamais ?» Victorine lui demanda un jour alors qu'ils observaient un nouveau patient faire ses premiers pas hésitants. « De quoi? De m'avoir aidé? D'avoir pris un risque avec quelqu'un qui vous a si maltraité ?» Didier sourit. Ce sourire que Victorine connaissait si bien maintenant. « Jamais, parce que vous m'avez appris quelque chose aussi. » « Quoi donc? Que tout le monde mérite une seconde chance, que la vraie transformation est possible et que parfois les personnes les plus difficiles à aimer sont celles qui ont le plus besoin d'amour. » Les mots résonnèrent dans l'air entre eux, chargés de vérité et d'affection. Et tandis que Victorine regardait autour d'elle, la fondation qu'ils avaient bâtie ensemble, les vies qu'ils changeaient, la communauté d'espoir qu'ils avaient créée, elle sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé son véritable but. Ce n'était pas d'être la femme la plus riche de la ville, ce n'était pas de diriger un empire corporatif, ce n'était pas d'être admirée ou craignée, c'était de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'était d'utiliser ses ressources pour créer des opportunités. C'était de démontrer chaque jour que le changement réel, tant physique que spirituel, était possible quand quelqu'un refusait d'accepter l'impossible comme réponse finale. Le mécanicien avait promis de la faire remarcher, et il l'avait fait. Mais le véritable miracle n'était pas le mouvement de ses jambes, c'était le mouvement de son cœur, de fermé à ouvert, d'aimer à compatissant, d'égoïste à généreux. Cette transformation, Victorine savait. C'était le plus grand cadeau que Didier lui avait fait, et c'était un cadeau qu'elle transmettrait chaque jour pour le reste de sa vie. Parce qu'au final, ce n'était jamais une histoire de marche. C'était une histoire de réveil, d'une femme qui avait été endormie dans son privilège, et d'un mécanicien aux mains magiques qui l'avait réveillée à la vraie vie. Et maintenant, enfin, Victorine Dubois était complètement, merveilleusement, miraculeusement éveillée. 5 ans après cette première rencontre, la ville avait changé d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. La Fondation Laurent avait étendu ses opérations à 6 villes différentes, aidant plus de 1000 patients qui avaient été jugés incurables par la médecine conventionnelle. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Une récupération significative de 72%, des histoires de miracles méticuleusement documentées, des vies transformées une par une. Mais l'impact le plus profond ne se mesurait pas en chiffres ou en statistiques,
Il se mesurait à la façon dont la philosophie de Didier avait commencé à infiltrer l'établissement médical. Les hôpitaux universitaires incluaient désormais l'évaluation du potentiel neurologique résiduel dans leurs protocoles standards. Les écoles de médecine enseignaient les cas de la Fondation Laurent comme des exemples de la façon dont la persévérance et l'attention individualisée pouvaient obtenir des résultats que le traitement conventionnel considérait impossibles. Victorine était devenue une avocate passionnée non seulement de la rééducation alternative, mais d'une philosophie plus large, selon laquelle la valeur humaine ne se mesure pas à la capacité physique, à l'éducation formelle ou à la richesse matérielle, mais à l'impact que chaque personne a sur la vie des autres. Elle avait fait don de la majeure partie de sa fortune à diverses causes, ne conservant que ce qu'il fallait pour vivre confortablement, mais pas ostensiblement. Son hôtel particulier avait été converti en centre de rééducation résidentielle où les patients pouvaient séjourner pendant leurs traitements intensifs. Sa flotte de voitures de luxe avait été vendue, l'argent servant à acheter de l'équipement médical spécialisé. Et elle, la femme qui avait jadis mesuré sa valeur en chiffres de compte bancaire, mesurait maintenant sa vie en sourires de patients faisant leurs premiers pas, en larmes de familles réunies avec un espoir renouvelé, dans la simple satisfaction de savoir que chaque jour, elle faisait une réelle différence. Le garage mécanique restait ouvert. Didier insistait pour le maintenir en activité, non seulement pour les modestes revenus qu'il générait, mais parce que c'était là, entouré du travail honnête et de l'odeur de l'huile moteur, qu'il trouvait clarté et but. Ces mécaniciens, dont beaucoup étaient désormais également des techniciens en rééducation certifiés, partageaient leur temps entre la réparation de voitures et l'aide à la réparation de vie. Un après-midi de printemps, Victorine arriva au garage et trouva Didier travaillant sur une vieille voiture. C'était un modèle qu'elle reconnut immédiatement, la même Mercedes qu'elle avait apportée 5 ans auparavant, celle qui avait lancé toute cette histoire extraordinaire. « Cette voiture ?» demanda-t-elle avec un sourire. Didier se glissa de dessous le véhicule, son visage maintenant marqué de rides, qui témoignait de 5 ans de travail intense mais satisfaisant. Le propriétaire ne l'a jamais récupérée, elle est restée abandonnée ici. J'ai pensé la réparer et en faire don. Victorine s'approcha. Ses pas étaient maintenant complètement assurés, bien qu'elle utilise toujours une canne décorative plus par précaution que par nécessité. Elle caressa le capot de la voiture qui avait été témoin du début de sa transformation. « Nous devrions la garder », dit-elle doucement, comme un rappel de là où nous avons commencé. Didier se leva en s'essuyant les mains sur un chiffon qui les salit immédiatement davantage. Ce geste qui, pour Victorine, avait autrefois semblé une preuve d'infériorité, elle le voyait maintenant comme la marque de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains en faisant un travail important. « Vous savez ce qui est le plus extraordinaire de ces 5 ans ?» Didier demanda en s'appuyant contre la voiture. « Quoi ? Ce n'est pas le nombre de patients que nous avons aidés, bien que ce soit incroyable. Ce n'est pas la reconnaissance que la Fondation a reçue, bien que ce soit également gratifiant. C'est la façon dont votre transformation a inspiré des transformations en chaîne que nous n'aurions jamais pu anticiper. » C'était vrai, l'histoire de Victorine était devenue légendaire. Des articles avaient été écrits, des documentaires filmés, des conférences données, mais plus importante encore, elle avait inspiré d'autres personnes à affronter leurs propres préjugés, à remettre en question leurs propres hypothèses sur la valeur et la capacité. Des dirigeants d'entreprises avaient lancé de véritables programmes d'inclusion au lieu de programmes performatifs. Des écoles avaient revu la façon dont elles évaluaient les talents et le potentiel. Même le système médical, aussi résistant au changement qu'il fut, avait commencé à adopter des approches plus holistiques et personnalisées. « J'ai encore des jours difficiles », Victorine admit en s'asseyant sur une chaise voisine. « Des jours où mon corps me fait mal, où marcher est un défi, où je me demande si tout l'effort en vaut la peine. C'est complètement normal. » Didier répondit en s'asseyant à côté d'elle. « La guérison n'est pas linéaire. C'est un processus avec des hauts et des bas. L'important, c'est que vous ayez maintenant des outils pour gérer ces jours difficiles. Les outils que vous m'avez donnés. Les outils que vous avez trouvés en vous-même. Je ne vous ai montré que l'endroit où chercher. » Ils restèrent silencieux un instant. Un silence confortable qui ne vient qu'après des années d'amitié profonde et de respect mutuel. « Didier », Victorine finit par dire, « Pensez-vous parfois à quel point tout cela était improbable, une femme arrogante se moquant d'un mécanicien qui promettait l'impossible. Les chances que cela finisse bien étaient astronomiquement faibles. » Didier sourit. Ce sourire qu'elle avait appris à aimer comme un symbole de sagesse et de bonté. C'est peu être la leçon la plus importante, que les miracles ne sont pas des événements aléatoires qui arrivent à des personnes chanceuses. Ce sont le résultat de personnes refusant d'accepter les limitations, travaillant sans relâche, croyant quand personne d'autre ne croit. Vous avez cru quand je ne pouvais pas, et vous avez travaillé quand je ne pouvais pas travailler pour vous. C'était une collaboration, Victorine, comme toutes les choses importantes dans la vie. Alors que le soleil du soir peignait le garage d'une lumière dorée,
Victorine réfléchit au voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé, de l'arrogance à l'humilité, du désespoir à l'espoir, de l'isolement à la communauté, de la mort spirituelle à la renaissance complète. Et elle sut avec une certitude absolue que bien que ses jambes aient été guéries, ce n'avait jamais été la vraie blessure. La vraie blessure avait été son cœur fermé, son incapacité à voir l'humanité chez les autres, sa conviction que l'argent et le statut la rendaient supérieure. Cette blessure avait été guérie, non par la médecine ou la chirurgie, mais par la gentillesse persistante d'un homme qui voyait le potentiel là où d'autres voyaient l'impossibilité, par un mécanicien aux mains magiques, qui comprenait que la vraie guérison exige de toucher non seulement le corps mais l'âme. Et, tandis que Victorine se levait pour partir, marchant sur des jambes autrefois immobiles, soutenue par une force autrefois inexistante, guidée par un but autrefois perdu, elle sut que chaque pas qu'elle faisait était un témoignage d'une vérité fondamentale. Les miracles existent, mais ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de la décision de croire, de travailler, de changer, de devenir quelque chose de plus grand que ce que nous étions auparavant. Le mécanicien avait dit « Je te fais remarcher » et elle avait ri, mais ce n'était pas un mensonge, c'était une prophétie. Seulement, marcher avait signifié bien plus que bouger les jambes. Cela avait signifié marcher vers une vie authentique, vers un véritable but, vers la personne qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être, mais que le privilège et le traumatisme avaient maintenu endormie. Et maintenant, enfin, après 5 ans de travail acharné et de transformation douloureuse, Victorine Dubois était complètement éveillée, complètement vivante, complètement elle-même. Le voyage avait commencé par un rire cruel et s'était terminé par une gratitude profonde. Et ça, Victorine le savait, était la plus belle histoire qu'elle pourrait jamais raconter.